Merci Franck. Bonjour à tous. Est-ce que vous voulez bien, s'il vous plaît, venir plutôt devant, s'il vous plaît. Venez devant. Vous allez voir, la lumière est meilleure. Vous entendrez mieux. Donc bienvenue pour cette deuxième journée de session Next Gen. Tous les sujets du spectre industrie créative y passent. Ce matin, on va beaucoup parler, bien sûr, des process qui sont ceux du transfert des licences, du jeu vidéo au cinéma, mais aussi, vous le verrez, plein d'autres contextes. Et puis, cet après-midi, on aura une très grosse table ronde sur l'IA. Mais tout de suite, j'invite Nicolas Becqueret, directeur général d'IartSup, Éric Olivier, directeur du campus de Tours, à me rejoindre sur scène pour faire la synthèse de ce qui s'est dit hier. Voilà, bienvenue. Merci Jean-Édouard. Merci d'être présent pour cette deuxième journée. Qu'est-ce qu'on a pu retenir hier qu'on était foutu, qu'il fallait fermer l'école et l'appeler IASUP? Non, pas du tout. Au contraire. Non, c'est même plutôt le contraire, je crois, qu'on a dit. Ce qu'on a retenu, c'est le fait de ralentir, de se poser, d'observer. Lever le nez des écrans. D'apprendre, de se cultiver, de se nourrir, d'avoir des choses à raconter, puisque l'IA ne va pas le faire à notre place. Regarder des films, lire des livres, aller voir des expos. Vous savez, la création, on le dit tout le temps, c'est une rencontre. Hein. Nous sommes producteurs de contenu, comme on pourrait, comme là, je produis du contenu et du discours. Vous recevez ce contenu dans un contexte en l'interprétant par rapport à votre culture, la mienne et les objectifs qu'on poursuit. Et en fait, quand on utilise un crayon, un micro, un écran, une tablette graphique, etc., on produit du contenu, des signes, du sens. Et on surtout, parce que ça, l'IA peut le faire, produire, mais on échange, on communique avec des sensibilités et de l'émotion. Et là, l'IA, elle ne sait pas ce que c'est, l'émotion. Donc, ça ne fonctionne pas bien. L'IA, c'est... Alors, il ne faut pas en avoir peur, d'abord, parce que ce ne sont que des algorithmes, c'est des probabilités. Comme il a été dit hier, ce n'est pas... le mot intelligent, c'est mal choisi, il n'y a pas d'intelligence là-dedans, ce sont des maths pour l'instant. C'est indispensable, ça va le devenir dans beaucoup de nos métiers, mais ça reste un outil. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un exosquelette. C'est quelque chose qui va nous permettre d'automatiser des tâches peu intéressantes, rébarbatives, répétitives. Et en ça va vous libérer, ça va nous libérer pour ce qu'il y a de plus essentiel dans nos métiers, c'est-à-dire la création, l'idée. Parce que ça, encore une fois, l'IA ne sait pas l'avoir. L'IA, elle est capable d'inventer le titre d'un film, de vous inventer un scénario de film, mais sur l'existant. C'est-à-dire, comme elle a lu 10 000 scénarios, elle va vous faire un scénario en piochant un petit peu partout dans ce qu'elle a lu. Par contre, le scénario original, la nouvelle idée que personne n'a jamais eue, elle ne peut pas l'avoir. Donc ça vous laisse le champ des possibles. C'est-à-dire que vous allez pouvoir continuer de contrôler tout ça, être des créatifs, et vous servir de ces outils éventuellement pour aller plus vite à l'essentiel, c'est-à-dire trouver des idées, les mettre en scène, les mettre en image, et influer sur le sens de la vie des gens, puisqu'on est dans les industries créatives essentiellement, et pour faire de la qualité. Voilà. Après, le débat de l'IA, et je te rends la parole après, le débat de l'IA, la place de l'IA dans nos sociétés, en tant que citoyens, dans nos vies privées, etc., on a le droit d'avoir un débat là-dessus, philosophique, c'est un autre sujet. Mais professionnellement, parce que dans nos écoles, on croise des jeunes qui, pour certains, sont très enthousiastes, ou d'autres qui ont peur de ça, vous ne pouvez pas tourner le dos à ça. Petite anecdote, moi j'ai commencé il y a un peu plus de 35 ans, et à l'époque c'était l'arrivée de la suite Adobe. Et les gens qui avaient mon âge à l'époque disaient c'est foutu, voilà, notre métier devient un métier d'informaticien, c'est mort. Ben non. Non, le métier n'est pas mort, il a continué d'exister. On s'est saisi de ces nouveaux outils que sont la suite Adobe. Dans Photoshop, les outils Photoshop, l'outil tampon de Photoshop, c'est de l'intelligence artificielle. Ça existe depuis des années en réalité. Voilà. Donc, soyons malins, restez en veille. Évidemment, vous devez surfer sur la maîtrise de ces outils, accepter qu'on n'a jamais totalement fini d'apprendre. Ça, c'est une évidence, notamment dans nos métiers. Mais restez serein, vous gardez le contrôle, vous gardez la maîtrise.
c'est vous qui créez et pas les machines. Et puis, il y a un problème avec l'IA qu'on n'a pas évoqué hier et qu'on connaît, qui est que l'IA se nourrit de l'IA. Puisque l'intelligence artificielle scanne tout l'existant, plus on crée avec l'IA, plus elle scanne sa propre IA, et plus le niveau global de production baisse. Et c'est un vrai problème pour les acteurs techniques de l'IA, c'est qu'ils sont obligés, par exemple, d'emmener des voitures filmer les rues des villes pour les réintégrer dans l'IA. À force de faire des fausses villes, l'IA se nourrit de trucs qui sont improbables. Et donc, on en arrive à un truc délirant, c'est qu'en fait, à force de faire de l'IA, ça fait baisser globalement le niveau des productions en IA. C'est ça. Donc la conclusion, c'est que même pour nourrir l'automatisme, il faut sortir et faire autre chose. Et c'est quelque chose qui a été beaucoup répété hier par tous les acteurs présents. C'est qu'on demande aux professionnels, et notamment à ceux qui avancent professionnellement, qui sont reconnus et qui sont pleins de talent, de faire autre chose que ce qui existe déjà, d'aller trouver des nouvelles écritures, des nouvelles formes, de rentrer en contact, en relation avec un public qui va être étonné, surpris, intéressé, touché par ces propositions-là. Et là, on voit bien que l'humain et la sensibilité humaine devient première et que l'outil là-dedans n'est pas d'une grande efficacité. À la fin, pour accélérer certains processus techniques ennuyeux, oui, mais au début de la production créative, absolument pas. Sans doute, est-ce là-dessus peut-être qu'on va poursuivre aujourd'hui. Aujourd'hui, on va aborder des questions à la fois juridiques, ça c'est très important pour les étudiants et pour tous les créateurs, à qui ça appartient. Si vous avez une idée et qu'ensuite elle est récupérée par l'IA, ou si on vous dit votre idée elle est bien, mais moi je t'achète que l'idée, puis après j'en fais ce que je veux. Il y a la question des droits, donc on va avoir un petit chapitre ce matin sur ces questions centrales qui occupent beaucoup de nos... Alors vous ne savez pas ce que sont les cuisines d'IRTUP, mais cette question-là, elle est abordée chaque semaine dans nos réunions de direction. Qu'est-ce qu'on fait en formation, pourquoi on y va, mais la question des droits, qu'est-ce que ça veut dire, jusqu'où on va et comment on travaille là-dessus. Donc rien n'est arrêté aujourd'hui, mais il y a quand même des pistes qui sont formalisées et des questionnements qui sont très présents entre les modèles aussi anglo-saxons, modèles français, etc. C'est pas la même chose. Et puis cet après-midi, on aura une table ronde justement où on questionnera vraiment l'intelligence artificielle, ça sera le cœur du sujet, avec plusieurs acteurs qui sont là et qui sont au cœur des questionnements. Voilà, donc je pense que ça va être une journée bien riche dont on tirera les conclusions. Et j'en termine, évidemment, tout ça, c'est pas juste pour dire regardez, on invite des acteurs, c'est parce que tout ce qui se passe ici nourrit les directions pédagogiques de l'ensemble de vos cours, au moins pour les prochains mois. Parce qu'évidemment, c'est pas, on n'est pas sur un discours définitif, hein, c'est work in progress, c'est en devenir. Et puis surtout, n'hésitez pas à interagir. Même éventuellement en cours de discussion avec les gens qui sont sur le plateau, levez la main, dites à ce propos, j'ai une question, j'aimerais, et je ne suis pas d'accord. C'est pas grave, on est dans un échange, vous avez le droit de vous exprimer, vous êtes les futurs acteurs de ces métiers, c'est vous, hein. C'est vous le sujet. Nous, on est sur la fin, on vous accompagne, mais le sujet c'est vous. Sur la fin, le début de la fin. On ne fait pas notre âge, c'est pour ça. Allez, on déclare cette deuxième journée ouverte. Merci. Bonne journée à tous. Merci. Ok, donc tout de suite, j'appelle Carole Pépin, directrice du campus IARTSUB de Strasbourg, Gargana Guincheva, professeur de marketing à EDHEC Business School, et Emmanuel Lalevé, directeur de création chez Manu Consultancy, à se diriger vers la table ronde donc pour construire cet échange. Le troisième micro, c'est moi qui l'ai. Le modérateur, à mon avis, voilà. Tout le monde nous entend, c'est bon. 1, 2. Ça marche. Alors, moi je suis ravie d'être là. Et surtout, les étudiants, vous avez une chance inouïe que ce genre d'événement soit organisé
par votre école, parce qu'il y a vraiment des invités prestigieux qui ont rejoint cette programmation. Alors ce matin, effectivement, le sujet qui va nous animer est passionnant, puisqu'on va parler de propriété intellectuelle et de comment elle voyage du cinéma vers la télévision en passant par la pub, le livre, le jeu vidéo, etc. Il y a énormément d'enjeux de narration autour de ça. L'enjeu évidemment principal, c'est de conserver peut-être une audience, une cible de départ, comment on l'élargit, etc. Enfin, il y a énormément de questionnements autour de tout ça. J'ai le plaisir d'être avec Galgana, et je veux pas écorcher votre nom. Guincheva. Voilà, qui est basée à Lille, qui est docteur en marketing, qui enseigne le marketing à l'EDEC Business School. Et pour vous, les sujets principaux qui vous animent, ça va être le marketing du divertissement. Donc ça va être comment est-ce qu'on gère le cinéma en matière de marketing, le cinéma, le musée, le jeu vidéo et toutes ces questions-là. Et j'ai aussi avec moi monsieur Emmanuel Lalvé, voilà, qui lui est diplômé en créatif et communication, qui a été directeur de création publicitaire dans pas mal d'agences plutôt très connues, et puis qui a fait un passage chez Ubisoft aussi, qui a travaillé sur les lapins crétins que tout le monde connaît. Voilà, donc on va évoquer un petit peu ensemble tous ces sujets. Je vais vous laisser la parole. Et puis voilà, j'ai hâte de voir ce que vous allez nous présenter. Voilà, la parole est à vous. Vas-y, je vais lancer. On s'était pas posé la question qui allait commencer cette discussion. On a un petit support pour parler un peu. Si j'appuie sur le bouton, ça fonctionne. Presque. Il y a un capteur ou c'est du Bluetooth. Ça marche. Ok, on va entrer directement dans le vif du sujet avec celle-là. D'abord, on se posait la question, un transfert d'IP, ça nécessite d'abord de trouver un langage commun. Un langage commun entre les industries créatives d'ailleurs, lapsus. Les industries créatives sont très différentes. Un concept en publicité, c'est différent d'un concept en jeu vidéo, c'est différent d'un concept en film. Même si à la base, l'histoire, la première narration, l'œuvre originale, elle a le même fond commun et qu'elle est, elle, transverse. Mais l'auteur, lui, au départ, il n'a jamais pensé à décliner en jeu vidéo, il n'a jamais pensé à décliner son film en livre, ou peut-être que dans sa tête, il s'est dit, tiens, un jour, ça fera peut-être un film à Hollywood, mais il n'a pas écrit son livre pour qu'il soit prêt à être diffusé de cette manière-là. Et donc, ce qu'on appelle un concept en publicité, ou ce qu'on appelle un concept en jeu vidéo, ça va évidemment être différent. Il y a des choses où le gameplay va prendre une place plus importante dans le jeu vidéo. On ne fait pas un jeu avec 100 personnes qui se battent les uns contre les autres sur Fortnite de la même manière qu'on fait un jeu de plateforme ou un jeu plutôt tactique. Déjà ça, à la base, ça donne un peu une trame qui va être différente. Et ensuite, on va aller dans des degrés qui sont un peu moins importants ou plus importants sur certains aspects de la narration. Par exemple, alors c'est très dur de lire à l'envers, parce que j'ai beaucoup écrit, alors je vais lire quand même. Les films, les séries et les docus narratifs, parce qu'on parle aussi de ça aujourd'hui, pour ceux qui ont vu peut-être Formula One sur Netflix, c'est assez intéressant de voir à quel point ils arrivent à recréer une trame narrative derrière des événements qu'on voit tous les jours quand on regarde la Formule 1. D'ailleurs, ils fabriquent parfois des petites histoires, des petits dramas à l'intérieur. Bref, là, on a besoin d'éléments, on a besoin de dialogues qui sont plus fins, qui sont plus développés, pour rentrer plus profondément dans les personnages. Dans un livre aussi, tu le disais aussi quand on en parlait la dernière fois, on passe du temps à lire. Ça prend une semaine, un mois, 2 mois, on va rentrer très profondément dans le psyché d'une histoire ou de certains personnages. Dans le jeu vidéo, lui, il va plutôt mettre l'accent sur l'action et l'interaction, et aussi la communauté. Aujourd'hui, c'est un lieu où les gens échangent les uns avec les autres énormément. On peut tous aller combattre un méchant, ou plutôt faire partie des méchants et combattre les gentils. On peut décider justement, et on nous donne un peu la sensation qu'on peut influer sur la personnalité des personnages, sur l'œuvre originale presque. On nous donne cette sensation qu'on peut décider d'être méchant ou le gentil Mario. C'est assez étonnant quand même de voir qu'on peut aussi faire ça dans ce secteur-là. Et on peut aussi aller, on n'en parle pas trop, la musique, c'est aussi une œuvre artistique. On voit dans Fortnite aujourd'hui que Travis Scott va faire son concert en direct pour son nouvel album sur ce type de plateforme, parce que voilà, c'est un endroit où tout le monde se retrouve et le format s'y prête. Donc c'est assez intéressant de voir aussi comment ça fonctionne. Et puis moi je suis publicitaire, du coup j'ai aussi mis une petite brique publicitaire à l'intérieur, le storytelling de marque. Ça nous oblige à aller rapidement.
ça nous oblige à utiliser des archétypes, parce qu'on n'a que 30 secondes, parce qu'on paye très très cher cet espace média, et on va peut-être pas pouvoir aller très profondément dans chacun des personnages. Par contre, on a des personas qui sont déjà écrits. Le seul problème aujourd'hui, c'est que c'est très dur, encore aujourd'hui, d'engager les audiences, même si on paye, parce que la bataille de l'attention est tellement forte qu'on a du mal aujourd'hui à engager les gens de cette manière-là. La bonne nouvelle, c'est que ça fait aussi évoluer ce métier-là et qu'on va aujourd'hui vers ce qu'on appelle le brand entertainment, donc la conjugaison du branding et de l'entertainment, pour que justement demain vous ayez envie, après les 3 premières secondes qu'on ne peut pas skipper sur YouTube, de rester, peut-être de voir la suite, parce que ça vous a amusé, ça vous a plutôt intrigué, et aujourd'hui on écrit des publicités d'une manière complètement différente par rapport à avant, parce qu'on a besoin de vous garder une fois où c'est skippable. Et puis on va même sur des parties qui sont parfois des longs métrages publicitaires, où on peut rester presque 3 minutes sur un sujet. Il faut que les gens restent, on a envie qu'ils aient à la fin la marque, il ne faut justement pas qu'on oublie de leur dire quelle est la marque à la fin du petit morceau de brand entertainment qu'on va leur proposer. Peut-être pour moi, poser les limites du sujet d'un point de vue marketing. Je ne sais pas, parmi les étudiants, qui a fait déjà des cours de marketing? Levez vos mains. Personne. Donc, vous êtes une audience pas si captive pour moi, mais je vais vous expliquer. Si on peut passer la slide avec les affiches. Donc, le marketing, ça, comme l'a dit Emmanuel, ça sert à créer du désir et donc à vendre. Et j'avais une devinette aussi pour vous, mais bon, la slide arrive. Donc, quel est le point commun entre toutes ces affiches? Est-ce que vous avez une idée? Regardez-les bien. Il y a des affiches de films qui sont assez anciennes, comme Titanic, Jurassic World, et qui sont assez récentes, comme Barbie. Le point commun, c'est que ce sont les 10 meilleurs succès qui ont apporté le plus d'argent depuis toujours dans le monde du cinéma, selon le site IMDb, qui est une référence en termes d'analyse des données du cinéma. Donc, et ici, j'ai choisi ces exemples, comme l'a dit Emmanuel, c'est des exemples aussi de IP transfer. Pourquoi? Parce que, comme l'a dit Emmanuel, en termes de marketing, quand on produit un film, on préfère se baser sur une histoire qui est existante parce qu'elle a fait ses preuves. Quand vous avez un livre qui est un best-seller, s'il a été déjà bien vendu, ça veut dire que la mécanique marche, l'histoire, la narration marche. Bien sûr, après, il faut adapter au format, comme on l'a précisé, mais c'est déjà une première bonne nouvelle pour le créateur, le directeur du film, qui va adapter l'histoire. Et donc, si on regarde ces affiches, il n'y a que 2 qui sont des histoires originales. Tout le reste, c'est des histoires existantes qui sont des IP transferts. Les 2 qui sont des histoires originales sont Star Wars et Avatar. Tout le reste, pour l'anecdote, par exemple, Top Gun, c'était un petit article dans un journal sur un pilote qui a donné la suite des Top Gun. Les autres, et Barbie, super exemple, parce que Barbie, c'est une poupée. Donc, c'est quelque chose de tangible. Donc, d'un point de vue marketing, comme le disait Emmanuel, en fait, chaque produit, que ce soit un livre, une poupée, il peut être décomposé en caractéristiques. Et donc, ces caractéristiques-là, on va essayer de les transformer dans la narration du nouveau format, mais en gardant la cohérence, et ça s'appelle la cohérence, on l'appelle le fit en marketing, entre les 2 médias. Le premier qui est la marque mère, dans le cas par exemple de Barbie, la marque mère c'est la poupée, et l'extension de marque qui sera le film. Et on revient sur le PowerPoint. Ouais. Alors, je vais aller sur le slide d'après. Alors, un second sujet, et c'est plutôt une très bonne nouvelle, les transferts d'IP, c'est aussi des opportunités incroyables pour renforcer et compléter ce qu'on appelle la backstory. J'imagine que vous êtes un peu familier avec ça
dans cette école. Et la bonne nouvelle aussi, c'est que du coup, c'est l'opportunité, tu venais de le dire, d'étendre l'histoire de Barbie et de trouver des nouvelles informations qu'on ne connaissait pas sur Barbie dans ce développement de la backstory. Tout le monde connaît aujourd'hui, par exemple, Mario. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui ne connaît pas Mario dans cette salle, qui lève le bras tout de suite? Non. Mario, ce qu'il aime bien, c'est manger des champignons, parce que ça le fait grandir et parfois ça lui permet d'avoir plus de force et plus de pouvoir. Si vous avez vu le Mario The Movie, vous êtes peut-être rendu compte que Mario, en fait, il déteste les champignons. Il déteste vraiment. Au début, ça ne le rend pas très bien, mais à la fin, il vomit, carrément, parce que c'est vraiment difficile pour lui à avaler un champignon. Pourtant, on pensait depuis le début que Mario, il adorait les champignons. Mais très récemment, il y a 2 ou 3 ans, on a pu apprendre ça sur sa personnalité, sur une facette de chez lui. Et c'est assez intéressant du coup de voir à quel point c'était encore une opportunité de révéler de nouvelles choses et de donner une envie en plus de payer 15 € pour aller voir ce film où il y a des choses incroyables qui ont été développées autour de sa backstory. On ne connaissait pas si bien que ça finalement, même si ça fait 40 ans qu'on connaît, peut-être même 50. Vous connaissez aussi peut-être, alors je ne sais pas si ça c'est un truc de boomer déjà, mais non, ça va, Angry Birds. Voilà, à la base, c'est un petit jeu, on a développé plusieurs oiseaux et ils vont tuer des cochons qui veulent leur voler leurs œufs. Et d'un seul coup, on s'est dit, mince, il va falloir raconter une histoire. Moi, je trouve qu'il y a un travail incroyable qui a été fait là-dessus. On se rend compte en fait que Red, il est angry, évidemment. Le problème, c'est qu'il a des gros sourcils. La honte, il a trop des gros sourcils. Du coup, il y a eu un petit mythe fondateur chez lui qui fait qu'il a été un peu traumatisé. Quand il essaie de draguer, en fait, il a toujours des gros sourcils, mais ça ne le fait pas. Ce mec-là, en fait, on comprend pourquoi il est angry dans le film. Il y a plein de choses qui ont été travaillées là-dessus. Et ce qui est génial, d'ailleurs, ce qu'ils ont réussi à faire à la fin, c'est qu'on retrouve ces scènes où tous les oiseaux partent avec un lance-pierre et qui détruisent le château des cochons. Ils ont finalement réussi à faire ça en 3D, à l'insérer dans le script. Si vous ne l'avez pas vu, pour moi, c'est une des manières les plus incroyables que j'ai vues de rebroder une histoire par-dessus un petit jeu vidéo et un petit gameplay qu'on a tous connu à une époque. Et juste par rapport à ça, pareil, quand vous lisez un livre, pourquoi vous irez voir le film si vous connaissez l'histoire? Ou quand vous avez lu n'importe quelle histoire? Ou inversement, vous avez vu le film, pourquoi vous irez lire le livre? Et si vous remarquez, souvent quand un livre est adapté en film et quand le film est sorti, ensuite il réédite le livre avec la couverture des acteurs du livre. Donc ça veut dire que ça augmente, et il y a des chiffres qui le prouvent, ça augmente l'intérêt pour le livre. Donc c'est une question d'argent et de ce qu'on appelle de monétisation de contenu. Ça veut dire que le contenu, il a de la valeur et on va essayer de le dupliquer sur plusieurs formats pour monétiser, ça veut dire faire de la valeur financière, mais pas seulement, aussi émotionnelle, parce que les audiences qui sont captivées par l'histoire sur le premier médium, ils vont vouloir, comme tu le disais, par exemple, comprendre pourquoi il est tout le temps pas content. Et ça, sur l'autre, par exemple, si vous avez vu le film, vous vous dites, je vais lire le livre parce que je voudrais savoir plus sur le personnage. Et dans le livre, comme c'est plus long, je vais avoir plus de détails. Donc vous êtes une audience captive et on sait que vous allez vous répercuter sur l'autre média. Sur Fallout, plus récemment, pour ceux qui ont vu la série sur Amazon, ils ont remarqué un pic phénoménal de téléchargement du jeu vidéo et des gens qui ont acheté le jeu vidéo après la diffusion de la première série. Ce qui va d'ailleurs permettre de refinancer la saison 2, 3, 4. Enfin, c'est quand même extrêmement vertueux. Ça a commencé par un jeu vidéo, c'est devenu un produit culturel, série télé, qu'on paye avec un abonnement mensuel. On ne va pas au cinéma pour voir ça et payer des grosses sommes, mais ça répercute tout ça sur un nouveau téléchargement. Le transfert d'IP, c'est aussi l'occasion de faire changer le degré de maturité d'un public cible. Il y a toujours une histoire originale qui va être grand public, plutôt masse, et on va s'apercevoir que parfois on peut avoir une déclinaison extrêmement violente pour des publics plutôt 21+, ou au contraire, la même histoire qui va être déclinée pour des enfants de 6 ans. Bon, une des plus célèbres dans ce registre-là, c'est Star Wars. Star Wars, alors désolé, il y a un spoiler. Quand un des personnages principaux se fait tuer dans un des épisodes, il disparaît gentiment avec sa cape. Et hop, on ne voit pas beaucoup plus. Le sabre laser, c'est utilisé pour plein de choses dans Star Wars. Mais généralement, c'est plutôt pour combattre la force obscure. Mais quand on va sur les 6 minutes pour les enfants, le sabre laser, il est utilisé pour couper une fleur.
qui était importante dans la petite quête qu'ils avaient. Il n'y a pas plus de violence que ça dans les 6 minutes qui sont faits pour les enfants. Il y a aussi une autre série, une déclinaison qui est sortie, plus manga, où là on arrive sur des choses qui sont beaucoup plus violentes. Le mec quand même se fait transpercer puis il est redécoupé en plusieurs morceaux là. C'est quand même assez violent. On a vu des choses violentes dans Star Wars, mais là ça va un cran plus loin, grâce au manga, au dessin, mais aussi grâce à une adaptation de la cible. The Walking Dead. Qui connaît The Walking Dead? Plein de gens connaissent The Walking Dead. Voilà, tout le monde. C'est intéressant comme série à plusieurs titres. Ils ont fait d'abord une chose, c'est qu'ils ont défini c'était quoi les zombies. C'est un film de genre en fait. D'ailleurs, ils ont presque d'une certaine manière pris la marque zombie et ils ont décidé d'en faire une nouvelle itération. C'est presque un nouveau transfert d'IP au format série télé. Bon, là je vais un peu loin, c'est un peu méta ce que je dis. Par contre, on apprend des choses sur les zombies. Maintenant, ils peuvent courir. Quand ils nous mordent, on sait déjà, on devient un zombie, mais le virus, il est dans l'air. Et si je meurs parce que j'ai été malade, je vais devenir un zombie moi aussi. Bon, c'est intéressant sur les zombies, c'est des nouvelles données, on ne connaissait pas ça. Pour les tuer, d'ailleurs, il faut leur mettre un couteau dans la tête. C'est intéressant. Ça n'avait pas été forcément écrit avant. Mais en vrai, les zombies, on s'en fout un peu. On peut tous les faire exploser. Le vrai propos de The Walking Dead, et on le voit dans l'affiche, je ne sais pas si vous remarquez, il y a 0 zombies. On parle des humains contre les humains. Quand la société explose et qu'il n'y a plus vraiment d'organes de sécurité ou de gouvernement, on se rend compte qu'il y a des clans d'êtres humains qui se battent contre d'autres êtres humains. On pourrait presque imaginer, sur cette rhétorique-là, une version pour les enfants de 6 ans, où il n'y a pas de sang, où il y a des petits zombies mignons, mais il y a des clans de gamins à gauche et à droite qui se font la guerre continuellement pour essayer d'avoir les meilleures pommes ou je ne sais pas quoi. C'est, à un moment donné, le propos du film, il est plutôt à ce registre-là, et c'est assez marrant de noter qu'on peut changer effectivement de regard et de cible par rapport à ça. Alors, bonne nouvelle, on est tous ensemble aujourd'hui, on fait partie d'horizons différents de l'industrie créative, c'est plutôt cool. On a tous nos propres talents, on fait partie du même bateau, mais la réalité de cette industrie créative au sens large, c'est que la plupart du temps, on reste un peu en silo. On aime bien être chacun de son côté. Les gens du cinéma, quand moi je vais les approcher en tant que publicitaire, publicitaire. D'ailleurs, vous aujourd'hui dans la salle, je ne suis pas sûr qu'en voyant un publicitaire devant vous, vous vous dites j'ai vraiment envie de faire ça. Mais pourtant, quand on discute ensemble, il y a des choses hyper enrichissantes et intéressantes qui peuvent arriver. Pareil pour les gens du jeu vidéo. Et le principe du transfert d'IP, c'est déjà ça à la base. C'est de se dire, on va se rencontrer 2 industries, le jeu vidéo et le film, pour qu'ils discutent ensemble. Donc, votre mission à vous, et c'est génial parce que vous arrivez à un moment donné où la maturité de ces sujets-là, elle est vraiment bien développée, c'est à vous de casser ces silos-là, de faire en sorte que ces industries se parleront encore plus demain, et qu'on ait beaucoup plus de projets qui naissent, parce que de toute façon, on le voit bien aujourd'hui, ça donne des succès incroyables. Donc de toute façon, ça vaut le coup et ça se nourrit d'une manière générale. Et juste sur cette partie-là, vous donnez un autre exemple d'un très bon exemple où les silos ont été rompus. The Last of Us. Vous connaissez le jeu, vous connaissez la série, et la série a été produite avec le directeur créatif du jeu. Donc, ils ont travaillé ensemble, ils étaient à 2, donc le directeur créatif de la série et le directeur créatif du jeu, pour recréer l'univers, et qui a très bien marché. Donc ça, c'est un autre bon exemple de transfert et de couper les silos. Et Carole, tu nous demandais, est-ce qu'on a des exemples des... Oui, en fait, là, il y a évidemment énormément de transferts d'IP à succès qui ont été évoqués. Moi, j'aime bien toujours poser la question, et est-ce que vous avez des exemples d'échecs cuisants à donner, et surtout expliquer pourquoi ça n'a pas marché? J'ai pensé à un autre exemple depuis qu'on a discuté, qui est peut-être beaucoup plus parlant, c'est Assassin's Creed, le film. C'était un navet. Et Ubisoft s'attendait un petit peu. Donc, selon vous, pourquoi ils ont décidé de faire un film? J'adore Ubisoft. Ubisoft, les créateurs, 2 des créateurs ont fait les decks, donc c'est nos ex-étudiants, donc on les adore. Mais ils avaient une idée business très précise derrière cette décision de IP transfert, que je vais vous expliquer. En fait, les jeux vidéo que vous connaissez bien, sont des univers fascinants, mais très difficiles d'accès. Pourquoi? Parce que d'un point de vue du joueur, il faut jouer en moyenne
une dizaine d'heures. Je parle des jeux à scénario, qui est le cas de Ubisoft. Ils font surtout des jeux à scénario. Donc il faut jouer une dizaine d'heures pour rentrer dans l'univers. Donc c'est un investissement de temps qui est impressionnant. Un film, vous y allez, il dure maximum 2 heures, en moyenne, 1h30, et vous rentrez immédiatement dans l'univers. Donc ça veut dire que si vous voulez diffuser un jeu vidéo, vous devez avoir une audience assez courageuse pour jouer ces 10 heures, pour s'accrocher à l'univers. Et donc Ubisoft, dans un objectif de élargir leur audience, ils ont décidé de produire un film et ils savaient qu'il n'allait pas bien marcher, il n'allait pas être bien pris par les gamers, parce que, bien sûr, c'est beaucoup plus, pas autant en détail, il n'y a pas le gameplay, mais ils voulaient élargir le spectre de leur audience pour que l'audience rentre plus facilement dans l'univers et ensuite éventuellement se reporter sur le jeu vidéo. Donc ça, c'était un exemple pas un échec, mais un film qui a un peu moins bien marché, mais qui a potentiellement apporté des nouveaux joueurs pour la saga. Et tu évoquais un autre exemple d'un bouquin d'un auteur à succès vers un film live aussi qui a été un four total. C'était Just Like Heaven, donc c'est un livre de Marc Lévy qui est Si c'était vrai, mais je ne sais pas si nos jeunes l'ont lu, parce que vous connaissez Marc Lévy et Just Like Heaven. En français, c'est Et si c'était vrai. Et si c'était vrai. Il a une vingtaine d'années, ce livre à peu près. Oui, donc ils ne le connaissent pas. Mais c'est un livre qui a été un best-seller. Et quand il a été adapté au cinéma, moi j'ai fait des analyses de la perception des audiences côté livre et côté cinéma. Et il n'a pas très bien marché en film parce qu'il a déçu les audiences. Les personnages ont été changés. Par exemple, le personnage principal dans le livre, il est assez un peu intellectuel, alors que dans le film, c'est un poivreau qui est un peu perdu dans sa vie, etc. Donc, ils ont même changé le coupable, et ça a beaucoup déçu. Ils ont beaucoup discuté aussi sur les réseaux sociaux du choix des acteurs. C'est Audrey Tautou qui jouait. Ils n'ont pas aimé le choix. Et vous savez pourquoi? Parce que quand on lit un livre, c'est pas aussi vrai pour les jeux vidéo parce qu'on a les images, mais un livre, on n'a pas les images. Et vous faites vos propres images dans vos têtes. Et donc, c'est notre imaginaire qui est le plus puissant. Et quand on est affronté à un autre imaginaire, un film ou un jeu vidéo qui est une adaptation, imaginons, d'un livre, là, il y a un choc. Parce que là, vous devez coller ce que vous avez imaginé dans votre propre tête, qui est votre référence, à une autre référence qui vous est imposée. Et souvent, il y a une déception. Ça, c'est toujours un peu la règle quand on adapte un livre au cinéma, sauf pour les sagas. Harry Potter, par exemple, ça ne marche pas de la même façon parce que pour le premier Harry Potter, vous êtes un petit peu déçu, mais après, vous vous habituez à l'univers qui vous est proposé et vous l'adoptez et vous commencez à apprécier. Benjamin, tu voulais nous parler des silos, justement. Emmanuel, mais c'est pas grave, j'aime bien aussi Benjamin. C'est moi dans le multiverse, je m'appelle Benjamin. Emmanuel, pardon. Non, il n'y a pas de souci, je plaisante. Les silos, ouais, les silos, c'est le fait je l'avais un peu abordé, le fait qu'on n'est pas forcément welcome quand on est dans l'industrie créative publicitaire pour parler aux gens du cinéma ou du cinéma pour parler aux gens du jeu vidéo. C'est quelque chose qu'il faut effectivement fluidifier parce qu'on se rend compte, typiquement, par exemple en pub, nous ce qu'on fait, c'est qu'on apprend un ADN de marque, on appelle ça, en 3 mois, et ensuite on sort une campagne qui ressemble à Renault et pas à Toyota, si je dois apprendre Renault. Le propos d'auteur, c'est aussi quelque chose qu'on doit absorber quand on travaille sur des licences plutôt d'entertainment et qu'on doit ensuite rediffuser à travers un médium qui va être différent. Mais le travail est beaucoup plus long et beaucoup plus itératif. Ça va prendre 3 ans à réécrire, à développer, à faire les scènes en plus qui vont compléter l'histoire quand on va être sur ce type d'expérience. La bonne nouvelle, c'est que les réflexes qu'on va développer en publicité nous permettent de faire des raccourcis
Et je l'ai vu en travaillant avec des scénaristes aux États-Unis quand j'étais sur ce sujet sur Ubisoft, où on allait essayer de changer un petit peu la cible du jeu vidéo qui était adressé à des 6-8 ans pour parler plutôt à une Gen Z 14-16 ans. On a réussi de cette manière-là à créer des workshops où en gros on a gagné entre 8 mois et 1 an et demi de travail itératif en raccourcissant en fait, cette manière d'absorber très rapidement l'ADN d'une IP. Par contre, là où on est très mauvais, c'est comment engager des audiences de l'autre côté et faire en sorte que les gens vont payer 60 € ou 15 € pour aller voir au cinéma ou pour acheter un jeu vidéo. Là, il faut qu'il y ait un travail beaucoup plus profond qui soit fait par des vrais scénaristes dont c'est le métier, mais on leur a permis de gagner du temps à ce moment-là. Moi, à contrario, demain, je vais faire des mini-séries pour des marques. D'ailleurs, on a un exemple à vous montrer qui est assez sympa par rapport à ça. Mais en tant que publicitaire, je ne vais pas être le plus légitime pour faire des séries qui vont engager. Je vais faire appel du coup à des scénaristes qui, eux, vont m'apporter toutes leurs connaissances. Et je ne travaille pas avec des scénaristes de ce type d'envergure tous les jours quand je suis en agence. Je dois les appeler et c'est des projets à long terme qu'on va faire avec eux. On va reperdre un petit peu de temps par rapport à notre manière très rapide de travailler, mais le résultat derrière, il peut être assez dingue. Oasis, c'est une marque sur laquelle j'ai beaucoup travaillé. Tu es venu avec un exemple sur lequel je n'ai pas travaillé, mais qui est hyper intéressant justement, qui a été fait pas très longtemps après dans cette agence, qu'on peut vous diffuser. Donc je crois qu'il y a un lien qu'on vous a envoyé sur l'effet papillon. Ouais, c'est la petite vidéo qu'on vous a envoyée. Et c'est un exemple qui est bien aussi parce que ça dédramatise un petit peu ce que tu disais au niveau des marques et la publicité. Parce que vous pouvez faire de l'entertainment un petit peu partout pour montrer l'ADN d'une marque aux audiences. On attend la vidéo. Et même si essaie qu'il passe à côté de ma liberté, il faut bien se lancer un jour. Alors, veux-tu épouser Ramon? Tu n'es pas obligé de répondre tout de suite. Ah, jamais il pourrait faire ça. Hein? Ramon, il touche ce qu'il veut. Tu vas voir s'il est sur mur. Tu as croqué, toi. Ah, c'est moi aussi. Hein? C'est pas pas du tout ce que vous croyez. Hey, mon ordi! Mais t'es complètement marché! C'est trop bon, pourquoi tu me croques? Ça, c'est un coup à finir en compote. Vers l'infini et au-delà! Ouais! Aïe. Ma, les défilés ce soir et tous les mannequins, ils me lâchent, mais ce n'est pas possible. Les top modèles, ça ne tombe pas du ciel. J'ai trouvé. Avez-vous peur des cimetières? Hein? Un défilé dans un cimetière, c'est tellement glamour. Hé, Juicy, tu me donnes ton 0 slice? Oh my god, Kimi, ma raison de vivre, je vais m'évanouir. Moi aussi, je vais m'évanouir. Pardon? Oh mon dieu, ils ont tué Kimi. Je vois des gens qui sont mûrs. Et donc vous voyez, Abonne-toi à notre chaîne YouTube Oasis Bifruit. déjà, d'un point de vue de la marque, qu'est-ce que ça nous apprend? Ça nous apprend que c'est un produit qui est fruité. Donc vous avez vu tous les fruits, donc vous, tout de suite vous associez la boisson Oasis avec tous les fruits. C'est divertissant, ça vous donne envie de voir les autres parce qu'il y a une vraie histoire. Et donc, comme on l'a dit, ça permet d'installer l'univers de la marque de façon divertissante. Et comme vous avez éprouvé des émotions de plaisir, vous allez plus facilement retenir
les caractéristiques, l'ADN, l'univers, les spécificités même techniques de la marque. Et donc, on le disait aussi en préparant, c'est qu'il y a quand même un seuil à ne pas dépasser. C'est-à-dire que si la publicité est trop divertissante, vous allez oublier la marque. Donc les publicitaires sont toujours sur un fil de rasoir pour savoir jusqu'où ils peuvent aller dans le divertissement pour solliciter la reconnaissance et la rétention dans votre cerveau de la marque sans que ça décline. Un des challenges pour Oasis, juste pour aussi clore là-dessus, parce que j'ai beaucoup travaillé pour eux, ils se battent contre Coca-Cola. Quand vous allez en soirée, vous venez, quand vous ne savez pas trop, avec vos marques badge préférées. Une bouteille de Coca, c'est safe comme choix. Vous allez venir avec une bouteille de Coca, ça va avec le whisky, ça va avec plein de trucs, on ne sait pas trop ce que vous allez faire de votre soirée, mais venir avec une bouteille de Coca, c'est assez simple. Venir avec une bouteille d'Oasis, c'est plus compliqué. C'est coloré, ça ressemble au monde des enfants, c'est des couleurs acidulées, c'est une grosse bouteille, assez moche, facile à attraper pour les petits-enfants d'ailleurs, et pas forcément dédiée aux adolescents. Ce qu'on essaie de créer à travers ce genre de campagne, c'est de la coolitude, si je peux dire le mot, d'une certaine manière, et vous vous disiez au fur et à mesure, si je viens avec cette marque de soft drink, bah c'est un peu cool, parce qu'ils font des trucs marrants, et la dernière pub d'ailleurs, je l'ai partagée la dernière fois en disant, putain, c'est con ce qu'ils ont fait avec les petits fruits, allez, je suis prêt carrément à la partager sur mes réseaux sociaux. Le but du jeu, c'est ça, parce qu'en fait, il n'y a pas de raison que vous buviez toujours le même truc avec des bulles à chaque fois que vous allez en soirée. Pourquoi pas venir aussi avec ce genre de boisson, qui d'ailleurs est moins sucré et qui a des vrais fruits à l'intérieur. Non, pas des vrais fruits, des vrais colorants, pardon. Mais quand même, en tout cas, il y a une idée d'avoir les vrais fruits. Donc c'est assez marrant. Et on avait un autre exemple qui est très actuel sur un trailer qu'on a aussi donné à un régie. Peut-être que vous pouvez le préparer le temps que j'explique l'exemple. Donc c'est un exemple d'un transfert d'IP qui a commencé du livre, film et actuellement en série. Donc l'exemple c'est Présumé innocent, c'est un livre qui est un legal thriller qui est sorti dans les années 80 je pense, qui a été un best-seller, donc très logiquement il a été adapté 4-5 ans après en film, joué par Harrison Ford. D'ailleurs, je vous le recommande pour les jeunes parce que Harrison Ford, vous l'associez certainement plus à Star Wars que à ce type de rôle. Et actuellement, il vient de sortir en série par Apple TV+. Et on peut regarder le trailer, on va discuter après. Internet. Ah non, c'est même pas Internet. I did not kill her. Can somebody call my phone? I'll call it. Who is this? This is Jaden. You tell your mom she looks beautiful. Okay, bye, you guys. Bye. I just want to make sure that we have everything exactly right. Let's get started. Are you aware that Carolyn Bullion was murdered? When was the last time you were in Carolyn's apartment? We had cases together. Sometimes we would work after hours at her apartment. Your fingerprints were found in her bedroom. Were you and Carolyn romantically involved? My suspect? Because I did not kill her. You were there the night out. You better get yourself an attorney. If you're arrested. There's not an if. I will be arrested. They're gonna see that I was obsessed with her. I was basically stalking her. You know the night she was killed, he texted her 30 times. 30 times. This is the darkest hour of my life. But you and I will fight to save her family. We need a credible alternative to me. She was tied up like a prior victim. Carolyn and I worked that case together. You're saying that we put an innocent man behind bars. You're desperate. Are you a suspect? I did not kill her. You really think that I killed Karen? It's the question everyone's asking. I am not a liar. Well, you are. I lied about the affair, but I didn't kill her. Does your wife think you're guilty? You know me. Did you strike
They could put you away forever. Is there something else? I did not kill her. Sick! They have no case, so they're trying to frame me. Nobody is above the law. I didn't kill her. I don't know how many times I have to say this. I did not kill her. I did not kill her. I didn't kill her. not kill her. Do you swear to tell the truth, the whole truth, and nothing but the truth, so help you God? Alors, qui est innocent et qui est coupable? Oui, l'histoire avec l'adaptation en série, c'est que Apple TV a distribué seulement les 6 premiers épisodes sur 7, donc n'a pas distribué le dernier, c'est en ce moment, et ils maintiennent le suspense que le coupable peut-être va changer. Donc le coupable, comme c'est connu, c'était la femme du gars qui a tué sa maîtresse, normalement. Mais là, même moi, je suis sous le suspense parce que j'ai vu que jusqu'au 4e épisode qui est sorti en France et le dernier n'est pas encore diffusé. Alors, est-ce qu'on sera déçu, est-ce qu'on ne sera pas déçu? On ne sait pas. Mais c'est intéressant parce que, comme on a dit tout à l'heure, en fait, quand vous faites une adaptation, qu'est-ce qui va attirer les audiences s'ils connaissent déjà l'histoire? Et donc là, le fait, peut-être que le coupable ne va pas changer, mais, et ça c'est côté marketing et pub, le fait de maintenir ce suspense, on se pose les questions, on discute sur les réseaux sociaux, etc. Et ça crée un genre de teasing et ça... Aussi, une autre différence pour cette série, c'est que dans une série, vous avez plus de temps que dans un film. Vous avez là 7 épisodes fois 50 minutes, alors que le film, c'est environ 2 heures, le livre, c'est plus. Mais la série, elle s'attache beaucoup plus sur la description émotionnelle des personnages, parce que le film, il est allé droit dans le but sur l'intrigue, alors que la série permet d'étudier, de constituer des personnages un peu plus complexes ou d'appuyer sur certains. Tu as un autre exemple, mais par exemple ici, dans cette série, un personnage qui a un second rôle, Raymond, qui sera l'avocat du présumé innocent, il est beaucoup plus présent dans la série que dans le film. Et tu avais un autre exemple? Ouais, dans The Walking Dead, il y a un personnage dans la série qui n'existe pas du tout dans la BD, qui est pourtant très proche de la série, c'est Daryl. Daryl, ce personnage qui a sa propre série d'ailleurs maintenant, qui a été développé tout au long comme personnage secondaire, mais un des principaux personnages secondaires de la série, qui vient rapporter quelque chose qui n'était pas là au départ, parce que les formats de série s'allongent. On a besoin de garder un peu les audiences, qu'avoir un seul héros, c'est peut-être pas suffisant quand on a envie de raconter plusieurs histoires et parler à plusieurs personnes. Donc voilà, ils ont élargi un peu comme ça, et puis en plus le mec était tellement bon, ou la manière d'écrire son rôle était tellement bonne que ça a permis de continuer un peu cette histoire-là. Dernière petite vidéo peut-être, avant que Benjamin reprenne la parole. Enfin, Benjamin. On a une dernière vidéo encore une fois avec Mario. Moi j'aime bien cette vidéo parce que elle utilise des outils que vous pouvez utiliser vous, à votre niveau, avec ce que vous savez faire déjà aujourd'hui. On commence à parler de l'IA, on commence à parler de tout ce que vous avez appris avec les 3ds Max, les Maya, je ne sais pas avec quoi vous travaillez aujourd'hui ou avec quoi vous travaillerez demain. Il y a des choses aujourd'hui qui vous permettent de pitcher justement des angles différents sur des IP déjà existantes. Là, à l'occasion de nouvelles technologies qui sortaient, qui étaient le RTX sur les cartes graphiques de jeux vidéo, il y a une vidéo avec Mario qui est sortie pour montrer comment ça serait trop cool d'avoir un univers réaliste. Mais ils ne se sont pas limités à ça. Ils ont pitché une idée à l'intérieur. Je vous laisse la re-regarder, on peut en parler brièvement juste après. Donc ça commence comme un niveau de jeu vidéo assez classique, où on a une carte graphique hyper puissante qui nous permet de faire des nouveaux trucs assez cool. Après, c'est quoi l'histoire? On connaît Mario, il aime bien les champignons, ou il les aime pas, on ne sait pas d'ailleurs.
C'est qui le psychopathe dans cette histoire? C'est hyper intéressant de pitcher comme ça en fait. On a entendu parler de Batman et Joker récemment, où Joker c'est peut-être lui le gentil, et Batman le mec un peu violent et bourru qui veut être le méchant de l'histoire. Ça va donner naissance à des... C'est déjà le cas d'ailleurs sur le dernier Batman et Joker. Finalement, on commence par prendre pitié, entre guillemets, pour Joker et peut-être se mettre plutôt à sa cause, plutôt qu'à celle de Batman, qui est quand même le mec qui représente le capitalisme à outrance, qui est quand même le mec qui contrôle la sécurité, et toute personne qui veut être un peu en dehors de clous et définitivement ostracisé. Donc voilà, c'est intéressant. Vous avez aujourd'hui le pouvoir, grâce à l'IA, grâce aux nouvelles technologies, ou tout simplement à ce que vous avez appris avec vos propres logiciels, de creuser ces backstories, de donner un nouvel angle dessus. C'est facile avec Mario, parce qu'il existe depuis 50 ans. On sait exactement ce qu'il fait. D'habitude, il est gentil, il va sauver la princesse, et le méchant chez Bowser. Si demain, vous voulez pitcher une autre histoire et donner un éclairage différent, vous devrez travailler un peu plus en profondeur sur ces personnages-là, vous intéresser à la backstory, essayer de trouver un angle qui va vous intéresser. C'est moins facile que sur ces grandes licences qui existent déjà, mais vous pourrez en tout cas aller chercher peut-être des choses qui sont hyper intéressantes. Vous pourrez faire un elevator pitch dans ce sens-là, un jour dans un ascenseur avec quelqu'un qui vous dira « Ok, je mets des billes là-dessus, c'est parti, ça m'a l'air intéressant ta manière de voir les choses ». Et par rapport à ce que tu dis, c'est quelque chose de très intéressant et très important, et ça me tient beaucoup à cœur, c'est comment vous intégrez les préoccupations de la société maintenant dans les nouvelles histoires. C'est ce que tu dis. Par exemple, pour le cas de Joker, si vous vous rappelez le film, en effet, il est présenté comme quelqu'un qui a souffert de la vie. Il est peut-être victime d'un post-traumatic disorder. Donc c'est tout ce qui est les neuroatypiques. Et c'est une préoccupation de la société qui est grandissante. On n'a pas beaucoup de personnages comme ça. C'est important. Le cinéma, il est un média super important pour sensibiliser les audiences sur l'égalité des sexes, sur l'intégration et la représentation de neurodivergents dans la société. Et ça, c'est des super occasions pour influencer dans le bon sens et créer des stéréotypes positifs plutôt que négatifs. C'est d'ailleurs un autre sujet de recherche sur lequel je travaille, la représentation justement des neurodivergents dans le cinéma. Et si je vous dis autiste, vous pouvez certainement vous penser à Rain Man ou The Good Doctor, mais là c'est une représentation qui est super minime du spectre de l'autisme. Les savants, les autistes savants, donc qui savent faire quelque chose d'extraordinaire. Rainman, il sait compter les nombres d'allumettes dans la boîte. The Good Doctor, il voit, ou HPI par exemple, c'est aussi un autre exemple. Mais tous les autistes ne sont pas comme ça. Dans la vraie vie, ils sont souvent perdus, ils ne savent pas comment s'en sortir, et ils ont des difficultés de communication. Et le fait que le cinéma reproduise justement des stéréotypes qui ne collent pas à la vraie condition des personnes, ce n'est pas une bonne chose. Il faut quand même que le cinéma diffuse les bons messages pour qu'on se comporte de la bonne manière dans la vraie vie avec ces gens-là. Alors, si on devait faire un gros résumé de tout ça, un transfert d'IP réussi, les conditions, c'est quoi ? Pour moi, d'un point de vue marketing, qui est mon domaine, un bon transfert, c'est un transfert qui respecte la cohérence entre la marque mère, donc le premier médium, la première histoire, et l'extension de marque, donc l'adaptation. Je suis tout à fait d'accord avec ça. L'idée originelle, c'est notre guidelines, c'est le truc qu'on ne peut pas diverger de cette histoire de base. On ne peut pas d'un seul coup donner des super pouvoirs à un héros alors que ça n'a rien à voir dans l'histoire. C'est ce qui est le plus important aujourd'hui, c'est de respecter ça. Et voilà. Et ensuite de s'amuser à la décliner en fonction du médium. C'est ce qu'il y a de plus important. De ne pas trop être artiste déconnecté de la réalité d'une création, mais plutôt quelqu'un qui va respecter le propos d'auteur et devenir un scénariste. On fait d'ailleurs une bonne distinction entre les deux. J'ai découvert ça un peu à New York en travaillant avec des scénaristes, justement. Je pensais qu'ils allaient m'apporter des propos d'auteur. En fait, non, ils sont venus avec une manière de développer une œuvre originale et de lui trouver une manière d'élargir cette œuvre originale, mais pas de la modifier, ou en tout cas pas de la recréer avec moi.
Et c'est vraiment une différence à noter entre le propos d'auteur et le propos de scénariste. Et ensuite, on peut être scénariste de jeux vidéo, scénariste de marque, scénariste de tout ce qu'on veut, storyteller au sens large, à partir de ça. Et il y a aussi eu une tendance, c'est que, allez, je vais faire des gros blocs, mais dans les années 80, 90, à la télévision, on voyait beaucoup d'œuvres originales en termes de séries, en animation notamment. Ça fait quelques années que les chaînes de télévision, qu'elles soient publiques ou privées, dans leur ligne éditoriale, elles vont aller vers énormément d'adaptations. Est-ce que vous avez senti ça aussi, cette recherche de... C'est pas juste un sentiment, je peux vous donner des chiffres. Vas-y. C'est tout à fait vrai. Et il y a une étude qui a été faite en co-étude entre le CNC et le CNIL. Donc le CNC, c'est le Centre national du cinéma et des arts audiovisuels. Et le CNIL, c'est la même chose mais pour les livres. Et donc ils ont fait une étude et on se rend compte, premier chiffre très intéressant, c'est que la France, dans le monde, est le pays qui explose les chiffres en termes d'adaptation, bien avant les États-Unis. Et deuxième chose, partout dans le monde, les adaptations ont augmenté de 20%. Bah oui, ça rejoint ce que vous disiez tout à l'heure, parce que pourquoi on fait tout ça? C'est pas juste pour vous divertir, il y a des enjeux financiers derrière qui sont immense, donc avec une propriété intellectuelle qui a super bien marché, on va chercher à exploiter ce potentiel succès sur d'autres briques, on va dire, et donc il y a des enjeux exceptionnels. Si vous avez terminé votre exposé, je vous propose qu'on passe aux questions. Moi, je suis sûre que les étudiants dans la salle ont plein de questions. N'ayez pas peur. À mon avis, ils ont peur, ils ont faim, c'est compliqué de... Non. Puis s'ils ne sont pas notés, ils ne vont pas poser de questions. Il n'y a pas de mauvaise question. Hein. C'est une discussion, on est là, on est cool. Alors, il n'y a pas que les étudiants qui peuvent poser des questions, hein. Il y a aussi les directeurs qui sont là. Ah, voilà. Moi, j'ai juste une petite question par rapport à ces réadaptations d'IP, comme vous parlez. Comment on gère ce timing? À quel moment on décide que c'est le moment de relancer une nouvelle IP, un nouveau livre, d'adapter en film un livre qui date par exemple, Le Seigneur des Anneaux, par exemple? Comment on gère ça par rapport aux cibles différentes aussi, parce qu'il y a une histoire de cibles. Par exemple, tout à l'heure dans la pub Oasis, on voit des références au Sixième Sens. C'est un film de mon époque, mais par contre pour les jeunes, je ne sais pas si ça leur parle. Enfin voilà, comment on gère ce timing-là par rapport à tout ça? Alors, en tout cas, pour ce qui est de ce genre de référence, quand on parle d'Oasis, on a la cible qui va être les prescripteurs, donc les enfants, et la cible acheteuse pour les enfants, qui vont être les parents. Et on parle aux deux parce qu'on veut rassurer, quand on donne des boissons sucrées aux enfants, on a besoin un petit peu à un moment donné de rassurer aussi les parents, en tout cas, qui vont acheter ces produits. Donc avoir des références un peu transgénérationnelles, comme ce que Shrek a pu faire dans les premières évolutions de ce genre de... Voilà, c'est assez intéressant. Ensuite, je pense qu'il y a des enjeux de technologie et de réalisation. Les Seigneurs des Anneaux, ça a mis très longtemps à être fait, parce qu'à un moment donné, pour avoir ces effets-là, pour raconter cette histoire, pour avoir les financements sur 3 grands épisodes pour pouvoir le faire, il fallait qu'on y arrive. Il y a aussi un autre truc, c'est le propos d'un réalisateur et d'un angle justement qui va être développé autour de ça. J'ai pas vu pour le coup le dernier Willy Wonka, mais j'étais très surpris de me rendre compte qu'il y a eu un Willy Wonka qui a été fait il y a peut-être 6-7 ans, et le temps passe vite, peut-être que c'était il y a 10 ans, parce que ça y est, c'est peut-être déjà le cas, peut-être 15 ans, tu sais, je sais pas, 20 ans, non quand même pas. Et ensuite ils ont fait enfin moi c'est la première fois dans ma vie que je vis ça, parce que ça y est, j'ai mes 40 ans et plus d'ailleurs, et je commence à voir des cycles où ces choses-là se passent. Et il y avait une nécessité d'avoir Timothée Chalamet, qui est la haute star du moment, qui va peut-être faire quelque chose qui va être assez bankable. Et puis d'un seul coup, là où j'étais le plus surpris, c'est de voir le trailer en me disant, c'est marrant, c'est inscrit dans mes mémoires maintenant visuelles ce qu'était Willy Wonka d'il y a 10 ou 15 ans. Et ils ont réussi à aller chercher autre chose. Les petits personnages, tous ces trucs-là, ça a complètement changé à l'intérieur de ça. Et je me dis, tiens, même si on sert la même sauce, j'ai envie d'aller le voir. Alors peut-être que je vais être déçu. C'est nul, je sais pas. Mais en tout cas, c'est un truc qui va me dire, tiens, c'est pas simplement juste Timothée Chalamet à l'intérieur, c'est un nouveau propos et une nouvelle vision là-dessus. Et ça, je pense qu'il y a des gens qui arrivent à détecter ça à un moment donné, quoi.
Après, pour répondre concrètement, parce que là, tu n'as pas répondu à la question. Bah, c'est vachement difficile de dire quand est-ce qu'on... Moi non plus, je ne sais pas. Mais juste pour nuancer, il ne faut pas oublier que vous êtes dans les industries créatives. Donc la création, il n'y a pas de timing. La création, c'est l'inspiration. C'est quand elle vous vient. Et donc, en fait, quand je commence mes cours de marketing à mes élèves, j'explique qu'il y a une différence entre un marché classique, on va dire le marché des sauces, mayonnaise, ketchup, etc. Ce type de marché de produits de grande consommation sont tirés par la demande. C'est-à-dire que les marques, Unilever, quand il va sortir une nouvelle sauce, il va faire un panel avec des consommateurs potentiels et il va leur dire vous avez envie de quel type de nouvelle sauce, ou vous avez envie de quel type de nouveaux goûts dans les yaourts. Et ils vont vous écouter, c'est vous la demande. Et ils vont créer ce produit. Pour la création, pour les livres, les jeux vidéo, le cinéma, tout ce qui est métier créatif, c'est aussi un autre marché. Les artistes, les peintres. Mais ce marché-là ne fonctionne pas comme ça. On dit qu'il est tiré par l'offre. C'est-à-dire que l'artiste, il va créer parce qu'il a une idée, il a une inspiration. Comment vous pouvez imaginer dire à Jeff Koons, créer quelque chose de telle ou telle œuvre? Non. Et donc, il le crée, il le met sur le marché, et ça prend ou ça ne prend pas. Maintenant, il faut nuancer, parce que Netflix, on est dans l'ère de la data, Netflix, ils ont, et toutes les plateformes de VOD, ils ont accès à énormément de données. Donc, ils analysent vos comportements. Donc, dans une certaine mesure, ils savent quel genre marche mieux en ce moment. Tu as parlé de Timothée Chalamet. En effet, ils savent que tel ou tel acteur, il va avoir un effet d'attraction. Donc, dans une certaine mesure, ils peuvent aussi guider la création. On peut discuter si c'est une bonne ou mauvaise chose, mais marché de la demande, marché de l'offre. Retenez aussi, donc il n'y a pas de timing. Puis il y a des évolutions de la société aussi, peut-être. On voit aujourd'hui que Disney s'adapte au wokisme assez rapidement dans toutes leurs IP en ce moment, où ils refont en vrai, en live action, beaucoup de leurs dessins animés, mais avec quelque chose d'hyper moderne à l'intérieur, des personnages gays, des personnages de couleurs différentes, etc. Donc c'est assez intéressant de voir que c'est dans la société, c'est là, ils ont envie d'en parler, ils ont envie de donner un nouvel angle à tout ça, même s'ils ne dérogent pas vraiment d'histoire originale, ils sont juste là pour mettre des petites drops de ci et de là qui correspondent à la société à un temps donné. Et c'est peut-être aussi ça, c'est le temps de ces genres d'évolution majeure où on a envie de voir des nouvelles choses ou de réinterpréter des choses. Et puis après, de manière tout à fait basique, admettons, il y a un film qui doit être produit à partir d'un bouquin, c'est possible à partir du moment où il y a un producteur qui décide d'en acheter les droits. Tiens, j'ai envie de le faire. En fait, il y a quelque chose d'assez simple aussi de ce côté-là. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. Pardon. Oui, c'était une question alors plus dirigée pour toi, Emmanuel, mais je pense que Wirganat, vous aurez peut-être aussi des idées à apporter. Mais comme tu as travaillé sur les lapins crétins, justement, pareil, lapins crétins, si à la base c'était des antagonistes de Rayman, donc là on n'est pas sur un transfert d'IP, en fait on est sur une licence qui s'est redéveloppée derrière une licence existante. D'ailleurs, je crois que Rayman a finalement moins donné lieu à autant d'effervescence que les lapins crétins avec le temps. Et il y a aussi finalement, c'est comme les Mignons en fait, pareil, qui étaient, il me semble que les Mignons à la base ils étaient dans Moi Moche et Méchant, puis c'est devenu une licence à elle toute seule, un peu comme Daryl, tu l'expliquais tout à l'heure. Donc ça en fait c'est pas du transfert d'IP, c'est de la licence sur de la licence. Comment on sent ces choses-là et comment ça finit par développer autant de succès? Alors, les lapins crétins, effectivement, c'est des antagonistes de Rayman au départ qui n'ont pas été bien écrits. Au tout début, ils étaient juste là pour être un petit peu les petits méchants, etc. Ils ont été droppés originellement par Michel Ancel, qui les a développés, mais qui ne s'est pas occupé de la fin du développement. Du coup, ils ont été construits avec quelques manques. C'est pas plus mal parce qu'en 10 ans, quelque part, ils se sont construits de manière assez itérative entre les jeux vidéo, les séries télé, les BD, tous les produits dérivés, etc. Mais le problème, c'est que c'est un amoncellement de contraintes qui s'est fait à travers le temps. Les lapins peuvent faire ci, mais pas ça.
Tiens, on a découvert qu'ils pouvaient tirer avec des poules quand ils appuyaient dessus, ça envoyait des œufs, c'était assez rigolo. Voilà, mais à quel moment on détermine ce qu'ils ont le droit de faire et ce qu'ils n'ont pas le droit de faire quand à la base ils n'ont pas été complètement écrits. Donc on se retrouve avec quelque chose qui est très contraint à la fin et qui marche sur de l'humour très slapstick pour les enfants de 6 ans. J'ai un coup de poing sur la tête, une bosse qui pousse, c'est rigolo, je rigole. Mais en fait derrière, qu'est-ce qu'ils font, ces lapins? C'est quoi leur but? Mario, il a une princesse à les sauver. Il se prend un coup de poing sur la tête, il a une bosse, et on rigole. Mais merde, il faut qu'il aille sauver la princesse. Qu'est-ce qui va se passer? Cut. Suite au prochain épisode. J'ai envie d'en savoir plus. Les lapins crétins, honnêtement, on a envie de voir les prochaines blagues un peu slapstick, mais on n'a pas envie d'en savoir plus. Donc il y avait un enjeu, surtout au moment où ils se confrontent à la licence Mario, justement. Ils ont fait un tactical game, où là, ils rencontrent un personnage qui est construit d'une manière très profonde. Il doit aller sauver sa princesse, et en face, on a des lapins, on ne sait pas trop ce qu'ils font sur Terre, quoi. Mais pourtant, ils font évoluer Mario. C'est la première fois où on le voit être un peu goofy, à se mettre la main sur les yeux comme ça, en faire « Mon Dieu, mais qu'est-ce qu'ils sont crétins !» On l'avait jamais vu comme ça avant. D'ailleurs, à un moment donné, je crois qu'il se met en slip dans un des trucs. Il a permis à Mario de se lâcher. Tiens, ils ont une fonctionnalité. Et si on allait creuser quelque chose là-bas? Parce que les lapins crétins, ils nous permettent de nous lâcher un peu. Ils ont un côté un peu crétin en disant « C'est bon, c'est pas si important si on a vu ton sexto. » Je sais pas, je dis n'importe quoi. Mais c'est vrai qu'à la fin, c'est pas si grave. Les mignons, on sait exactement ce qu'ils font. Ils doivent servir le grand master qui doit être le grand méchant, le plus grand méchant de la planète. Et ils sont là pour l'aider à avoir des gadgets, des machins, des trucs comme ça. On sait ce qu'ils font. Et ils sont toujours là pour ça. Du coup, ils sont assez faciles à décliner. Les lapins crétins, ils sont mignons, ils ont un design hyper cute, qui est peut-être leur plus grand succès, c'est ça. Mais qui ils sont et qu'est-ce qu'ils font derrière? Le transfert d'IP, pour eux, il se passe plutôt à partir du moment où on essaie de quitter l'univers des 6-8 ans et on essaie d'aller taper dans la Gen Z et de parler à des gens qui n'ont pas juste envie d'avoir des personnages qui font bah, point. Parce que c'est ça un lapin crétin quand même. Donc demain, comment on fait pour le faire parler? Parce que ça va être un enjeu. Mais il faut pas qu'on renie 10 ans de licence, il faut juste qu'on trouve une vraie raison dans le mythe fondateur, dans la backstory du personnage, d'où est-ce qu'il vient, où est-ce qu'il va, pour que quelque part, on te donne cette information que tu n'avais jamais eue, un peu comme Mario qui déteste les champignons, cette information que tu n'avais jamais eue et qui te permet de te dire « Ah ouais, ils sont hyper relevant quelque part, aussi pour une audience différente et pour des extensions d'IP qui vont être faites d'une manière différente. » Donc c'est assez passionnant, je trouve, de travailler là-dessus et de voir comment est-ce qu'on peut recharger quelque chose qui est déjà préexistant et l'emmener un peu plus loin. Mais tu as raison, c'est un peu légèrement dévié par rapport au sujet, mais c'est pas si loin. Non, parce qu'ils sont déjà un peu partout. Mais ça fait partie déjà de l'histoire. Pour moi, c'est quand même un IP transfert. Et par exemple, c'est pareil dans les films, les préquels, les séquels, les animaux fantastiques. Ça a quelque chose encore à voir avec l'univers de Harry Potter, mais ça se passe avant. The Mandalorian, pour Star Wars, c'est une série qui va et qui a très bien marché. Je crois qu'il y a 2 saisons déjà, 2 ou 3. Mais ils se sont rendus compte qu'ils ne pouvaient pas faire un long métrage sur les lapins. Tenir 1h30 avec des bah, c'est insupportable. Donc il vaut mieux avoir une histoire, une quête, et un mythe original avec un truc un peu clair. Et donc c'est là où peut-être que le transfert il est plutôt là. Bon, le projet n'existe pas pour l'instant et on n'a pas normalement le droit d'en parler plus parce qu'ils sont très NDA focus, nos amis d'Ubisoft, et ils ont bien raison. Mais voilà, il y a plein de questions qui sont en suspens, il y a plein de travail à faire autour de ça, qui a dû être fait de leur côté un peu plus profondément. Mais... Est-ce qu'il y a encore des questions dans la salle? Oui. Nicolas? On parle de propriété intellectuelle. Hier soir, on parlait de match-up. On fait croiser des univers qui ne sont pas les mêmes. Vous avez dit aux étudiants, c'est pas mal de partir de choses existantes qui sont déjà dans les consciences collectives, type Mario, autres, et de s'amuser avec. Alors, premier point, dans quelle mesure est-ce que des étudiants peuvent se dire, pour mon projet de fin d'études, par exemple, je pars d'une licence existante et je déroule quelque chose, alors même que je n'ai pas le droit de licence, d'exploitation, etc. Mais au-delà de ça, dans la dynamique des transformations, de l'IA, etc., est-ce que, alors c'est une question très ouverte, hein, peut porter à polémique. Est-ce qu'on peut imaginer que les étudiants se disent « mais moi je veux hybrider des univers de Disney avec des univers de très différents, que je fais cohabiter au sein d'une même production des licences qui ne sont pas les mêmes du tout, entre des concurrents ?» Par exemple, je mets les bonhommes d'Oasis avec Mario dans une histoire et les lapins crétins qui en arrière-fond racontent des trucs, et je mélange tous les éléments forts de la pop culture dans un seul jeu vidéo ou dans un seul film d'animation.
Est-ce qu'ils prennent des risques en faisant ça, en le sortant par exemple et en le présentant dans des festivals d'animation, selon vous? Et est-ce que, au fond, ils ont le droit? Est-ce que nous, on peut même pousser ce genre de projet? Où on prend des risques parce que c'est des propriétés intellectuelles et chacun se la garde et dit surtout on ne mélange pas avec les autres. La frontière est très fine, je peux commencer là-dessus, mais je ne sais pas si vous connaissez le court-métrage qui a gagné du coup aux Oscars qui s'appelle Logorama. Bien sûr. Qui est, alors on peut le trouver peut-être entre-temps, avant qu'on finisse cette table ronde, mais qui était hyper intéressant parce qu'ils ont pris un risque phénoménal. Ils ont utilisé le clown de McDonald's avec, je ne sais plus qui, il y avait vraiment à peu près tous les personnages auxquels on peut imaginer, de chez Marvel en passant par Disney, etc. Ils ont gagné un Oscar. Donc la marque qui dit demain, ça suffit maintenant, vous me devez 10 millions de dollars, vraiment, et qui décide publiquement de les attaquer, allait prendre un risque phénoménal sur leur propre bad buzz. Donc, même parce que c'est un succès. Donc je pense qu'il y a ça aussi, c'est comment est-ce qu'on arrive à gérer. Alors là après, ils n'ont pas non plus gagné ils n'ont pas non plus fait payer des entrées pour que les gens voient ce truc-là, ils n'ont pas vendu le film sur de la VOD, etc. On peut se poser la question des plateformes comme YouTube qui font de la publicité en amont de ce genre de vidéos si elles sont présentes sur leur plateforme. Là peut-être y avoir une petite rétribution à trouver quelque part, mais le bad buzz est tel qu'ils ne peuvent pas aller là. Mais après, ouais, sur le reste, c'est évidemment... tant qu'ils ne sont pas passés dans le domaine public. Ouais, il y a des droits d'auteur quoi qu'il arrive, quoi. Ouais. Enfin, et puis Disney, ils ont droit à tout. Donc je sais, vous avez une autre, je crois, intervention sur le côté plus juridique. Je peux vous donner un exemple. Je ne peux pas citer trop moi, je suis bulgare. Et en Bulgarie, je travaille souvent avec un studio d'animation qui s'appelle Studio Zmej. Ils ont développé une histoire extraordinaire qui racontait l'histoire des personnages qui étaient des Balkans. Et c'était une histoire très mignonne. Donc, vous savez peut-être qu'il y a des salons où les producteurs pitchent il y en a un qui est très connu à Annecy en France. Et donc, les studios viennent pitcher leurs idées devant des producteurs, et notamment Disney. Et Disney a bien aimé cette histoire. Et ils ont... Ça se passe dans plusieurs étapes. Donc, dans un premier temps, ils disent « On est intéressé par votre idée », parce que Disney cherche aussi des histoires originales pour leurs films. Donc, ils bookent l'histoire, ils leur disent « On va vous donner de l'argent », genre 200 000 €, qui n'est pas extraordinaire non plus pour Disney, pour faire un épisode test. Et donc, ils travaillent pendant 6 mois sur l'épisode test. À la fin, Disney peut dire « Moi, j'aime pas l'épisode test », et vous arrêtez l'histoire. Et vous n'avez plus le droit de la continuer. Ou ils peuvent dire « J'aime bien, et je donne beaucoup plus d'argent pour créer un film. » Et là, c'est super. Donc là, ils sont encore dans cette phase-là. Et personnellement, en tant que j'adore cette histoire, et ils avaient même fait un crowdfunding campaign, donc j'avais participé. Et ça me ferait beaucoup de peine si Disney n'aime pas l'histoire et ils l'arrêtent. Et ils ont le droit de l'arrêter, de dire vous en servez plus jamais de cette histoire. Ah oui, tu peux même plus la redévelopper ensuite derrière parce qu'ils détiennent les droits, au moins pendant Ouais, 50 ans. Mais tous les producteurs ne sont pas comme ça. Amazon, par exemple, ils peuvent la laisser. D'accord. Ils disent, OK, vous pouvez continuer. Nous, on n'est pas intéressés, mais vous pouvez continuer. Et puis à la fin, j'imagine c'est aussi une histoire d'argent, c'est-à-dire que si on veut racheter les droits de ce genre de truc, mais qu'on a le projet en or, il y a 10 producteurs qui veulent y aller parce que vraiment ce qu'on a craqué comme façon de faire la narration, ça déboîte, et ben là, ça s'achète. Si on veut mettre Sonic contre un Pokémon et Mario, et qu'on a d'un seul coup l'argent pour pouvoir payer les droits et que tout le monde est aligné là-dessus, le projet finit par exister. Il faut qu'il y ait un succès commercial qui soit à la clé derrière et où tout le monde pioche comme il a besoin de piocher, quoi. Logorama ? Oui. Cool. Je sais plus combien de temps ça dure. Most people just don't want to know. But when that line is crossed, when the shit comes down, they call on one man to clean up the mess.
send a boy to do a man's job. C'est le trailer qu'on vous invite à regarder. Il y a un court-métrage qui dure, ça fait bien 12-15 minutes, un truc comme ça. Hein. Je crois que Ronald McDonald est un psychopathe, mais je n'irai pas plus loin dans le spoil. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou est-ce qu'on arrive vers une conclusion? Là-bas peut-être, non? J'ai vu une tentative peut-être de lever une main, non? Pas du tout. Non. Vous pourrez ensuite discuter avec nous. Je sais que c'est impressionnant, mais on va rester là. Ouais. Oui, tout à fait. Bon, merci beaucoup pour votre attention. Merci à vous. C'était vraiment enrichissant et éclairant sur plein de points. Moi, j'ai appris plein de choses. Voilà. Merci de nous avoir invités. Merci aux organisateurs. Voilà. Et ben, alors je ne sais pas quelle est la suite. Est-ce qu'on poursuit on continue de discuter? Oh, d'accord, ok.